Nina Bouraoui raconte son enfance en Algérie et parle de son homosexualité avec des mots qui sont extrêmement beaux, extrêmement durs aussi, extrêmement brutaux, mais à la fois extrêmement libérateurs et cathartiques. Je tenais vraiment à vous recevoir. C'est magnifique ce que vous avez écrit. Merci. Bravo. Merci. C'est vraiment, vraiment, vraiment très, très beau. Nina Bouraoui, ce livre est né au moment de la manif pour tous. Au moment où la parole était en train de se libérer et où on pensait que le mariage pour tous allait être une avancée pour la société française. Et quand vous parlez de ce roman et quand on le lit, il y a des choses que moi je ressentais à l'époque de cette manifestation. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que François Hollande, plutôt que d'y aller franco, a essayé de ménager la chèvre et le chou? Et fallait-il donner la parole à tout le monde à ce moment-là? Fallait-il tout entendre? Non, je crois que... Enfin, moi, ça me donne envie de pleurer, ce qu'on a vu, ces témoignages. Et je suis en colère. Je ne pensais pas encore devoir écrire un livre pour raconter l'épopée homosexuelle, parce que c'est vraiment une épopée chez les jeunes homosexuels. Je ne pensais pas devoir dire ce n'est pas une perversion, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un choix. Un adulte homosexuel a été un enfant homosexuel, a été un adolescent homosexuel. Et c'est vrai qu'il y a 5 ans, dans ce pays si libre, si beau, j'adore la France, c'est mon pays, je me disais, voilà, il y a une sorte de... Nous sommes libres et la parole de liberté est tout d'un coup ouverte. Chacun peut dire qui il est, en être fier, alors qu'on ne devrait même pas être fier d'être homosexuel. Comme il n'y a aucune fierté à être hétérosexuel. Nous sommes des êtres humains, nous sommes tous semblables. Mais finalement, non, parce que nous n'avons pas tous les mêmes parcours. Et il y a 5 ans... Une question très simple à vous poser. Pourquoi tant de haine ? Mais je crois qu'on parle beaucoup d'identité, de nationalité, qui est français, qui ne l'est pas. L'homosexualité, c'est pareil. C'est une identité. Et l'autre en soi, l'autre est un étranger. Pour moi, les homosexuels sont devenus l'étranger. C'est la minorité. Les racines du mal les prennent aussi dans les racines de la violence faite aux femmes. Aujourd'hui, les femmes parlent. Tant mieux. Alors nous devons parler. Et il y a 5 ans, j'ai eu encore envie de pleurer quand j'ai vu des adultes entraîner des enfants avec des pancartes dans la rue, et tout d'un coup, était écrit « À quand nous allons légaliser la zoophilie, l'inceste ?» Ce mélange de genres, ce mélange épouvantable, idiot, dangereux, a donné des armes aux garçons de la rue. Au garçon de la rue qui va regarder 2 filles s'embrasser, 2 garçons s'embrasser. Tout d'un coup, c'est légitime. Et je trouve que le plus épouvantable, et je le raconte très bien dans le livre, chaque homosexuel est passé par la violence de soi, par le rejet de soi. Je suis différent, je ne m'aime pas. Quand on est jeune, on ne veut pas quitter le groupe, on ne veut pas quitter la meute, on veut être comme les autres. Mais vous dites aussi un truc dans le livre, c'est que, et c'est là que c'est très habile, c'est qu'on aurait pu penser que vous seriez tombé dans le piège de dire j'ai grandi en Algérie, où c'était plus compliqué, la France a été un pays de liberté. Vous racontez ces années de liberté avec des boîtes de nuit comme le Cat et plus tard le Pulp qui ont été des symboles de la nuit parisienne. Mais vous dites que non, en fait, la France n'est pas un pays de liberté. C'était bizarre parce que moi, je suis allée... c'est-à-dire que mon enfance était libre. J'ai grandi dans les années 70 en Algérie et bizarrement, dans un pays déjà corseté, muselé, j'ai fait l'expérience de la liberté. J'étais différente parce que j'étais protégée par mon enfance. L'enfance protège, l'enfance est un vrai territoire de protection et j'ai découvert la poésie, la beauté, l'hypnose de ce pays, de cette nature où je pouvais être... Justement, je pouvais occuper ma nature homosexuelle, parce qu'il s'agit de nature. Lorsque j'arrive à 18 ans, après avoir tant confondu l'amitié et l'amour, après avoir essuyé tant de refus, tant d'humiliations, parce que moi, dans un lycée, à Zurich, j'ai 15 ans, et on me dénonce, parce que c'est une dénonciation, c'est ainsi. On me pointe du doigt, et pendant 1 mois, je rase les murs. À Zurich. À Zurich, au lycée français de Zurich. Je suis dénoncée. Et Nina est la lesbienne, Nina est la gouine, Nina est la goudou. Des parents d'élèves appellent ma mère, elle dit « C'est fini, ma fille ne viendra plus dormir chez vous le week-end. Je deviens dangereuse, infréquentable. » Et j'assume ça comme je peux, et puis et je me détruis de l'intérieur parce que je dis « Non, ce n'est pas vrai. C'est pas moi, c'est l'autre. » Et je fais cette expérience d'une immense cruauté vis-à-vis de moi-même. Je me renie. Je me déteste. Je n'oublierai jamais ça. J'ai été lâche. J'ai été lâche pour moi et pour les autres.
Quand j'arrive à 18 ans à Paris, je feuillette les pages du Pariscope et je me dis allons chez les spécialistes. Donc je trouve le Katmandou, club réservé aux femmes, rue du Vieux-Colombier, qui est d'ailleurs devenu le théâtre du Vieux-Colombier, c'est par hasard. Et j'ai 18 ans, je suis la plus jeune. Et je fréquente alors des femmes, des avocates, des médecins. Il y a des princesses saoudiennes aussi, mais il y a aussi des anciennes détenues. Il y a des prostituées. Je suis au bar et je regarde. Et j'apprends aussi, j'apprends mon métier d'écrivain. C'est-à-dire que je me dis, il se passe des choses. Vous apprenez. Et je vois des femmes qui rasent les murs. Parce que nous sommes en 85, alors l'épidémie de sida arrive. On l'appelle le cancer gay. Elle décime les homosexuels hommes. Chez les femmes, on n'en parle pas. Et je m'aperçois que même au sein de la minorité, le monde est encore entre les mains des hommes. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à un jeune ou une jeune homosexuelle? Moi, j'aimerais lui dire, ne te déteste pas. Tu n'es pas choisi. C'est un long chemin. J'ai 51 ans. Pour la première fois, j'aborde frontalement, vraiment, mon homosexualité. Je l'aborde dans toutes ses ombres, mais aussi ses lumières. Parce que vous dites une phrase dingue. Vous dites « j'ai dû lutter contre ma propre homophobie ». Oui, je me suis détestée parce que, vous savez, quand on est jeune, on ne veut pas être différent. On n'a pas les armes pour être différent. Je voulais être comme les autres. Je voulais tomber amoureuse de garçons. Alors quand je flirtais avec des garçons, je me disais c'est ça l'amour. C'est si insipide. Alors que pour n'importe quelle femme, je pouvais après traverser les continents, les océans, les mers, me mettre en danger. Vous savez, l'homosexualité féminine est silencieuse et encore secrète parce que soit elle passe pour... elle n'est pas importante. On dit c'est de la tendresse, c'est de l'amitié. Soit elle passe... Ah, elle a peur des hommes. C'est pas vrai. Moi, j'adore les hommes. J'aime les hommes profondément parce que je suis aussi une humaniste et malgré ce que l'on vient de voir, je crois vraiment à la nature humaine. Je pense que nous avons tous une part sauvage, une part violente, que le mal existe et que toute la vie consiste justement à dompter ce mal. Et voilà, je pense que chaque homosexuel a ça, l'expérience de son propre rejet. C'est ce qu'il y a de pire au monde, de ne pas aimer le carcan, de ne pas aimer sa peau, de ne pas aimer ses désirs. Et puis, chez les femmes, l'homosexualité passe aussi par la pornographie. C'est un fantasme pour beaucoup d'hommes. Donc, les femmes doivent aujourd'hui, je trouve qu'il y a vraiment une sorte de mouvement femme, féministe, et je suis persuadée ce mouvement-là va contaminer de façon positive les minorités. Vous savez, dans une foule, moi je me dis toujours, je suis à une main de l'autre. Si je pose ma main sur son épaule, il va sursauter, mais je ne vais pas recevoir forcément un coup de poing. Quand quelqu'un vous demande le chemin dans la rue, si vous lui souriez, il se passe quelque chose. Et je crois... et c'est vrai que les hommes politiques sont responsables. Et je pense qu'aujourd'hui, la politique, c'est nous qui devons la faire. Comment vous faites pour être aussi captivante? Depuis tout à l'heure, je suis hypnotisée. C'est les rayons laser de mes yeux. Non, parce que j'ai trouvé une nouvelle arme. C'est la douceur. Parce que le titre, il est doux. Tous les hommes désirent naturellement savoir. Vous voulez Aristote, il faut le dire, mais je le précise. C'est la métaphysique d'Aristote. Merci. Nils Arestrup, j'ai une question. C'est que quand on lit ce roman, quand on voit le sujet d'Émilie, on a l'impression que la société française régresse. Vous avez connu les années 70, les années 80. Et même les années 60. Et même les années 60. Les années 50. En banlieue, à Bagnolet. Comment vous expliquez qu'on soit passé par une libération et autant de régression aujourd'hui? Mais sur les sujets qui concernent toutes les minorités, que ce soit les gens issus de l'immigration comme les minorités homosexuelles, on a l'impression qu'il y a une volonté d'invisibiliser les gens au nom de la norme. Oui, je n'ai pas d'explication rationnelle. Je me souviens de mon enfance, je me souviens des années 50, à Bagnolet. C'était une cité ouvrière, il y avait beaucoup d'étrangers qui étaient venus à Paris, qui travaillaient dans les usines. Et j'étais là-dedans et je voyais le racisme au quotidien, la xénophobie au quotidien, l'homophobie au quotidien. C'était vraiment d'une banalité sans nom à cette époque-là. Les PD, les bicos, les négros, les gouines. Je suis né dans ce vocabulaire qui était vraiment très présent.
Je ne dis pas que tout le monde était comme ça, que tout le monde était... Mais il y avait quelque chose, une ambiance générale de cet ordre-là. Et puis, Dieu merci, quand je suis rentré à l'intérieur du métier de comédien, c'est un peu privilégié quand même, parce que là, il y a une soif d'écoute et de liberté très particulière. Et donc, je crois que, sûrement pas tous, mais enfin, il y en a beaucoup qui sont épargnés par cette violence. Et vous parliez du Katmandou, où j'avais une amie qui fréquentait le Katmandou et... Qui était un club mythique des nuits parisiennes, oui, premier club lesbien. Oui. Enfin, tous ceux qui avaient envie d'être là étaient là au Katmandou. Et voilà, et cette jeune femme est morte du sida à cette époque-là. Il y a une question qu'on se pose aussi, que vous incarnez tous les deux et que va incarner l'invité qui va nous rejoindre en deuxième partie, c'est le rêve français. C'est de se dire, aujourd'hui, le rêve français, c'est partir d'une minorité, partir de très bas et aller très haut avec qui on est. Nils Arestrup est aussi issu de l'immigration, même si son papa est danois, mais vous êtes quand même... C'est un immigré. Même si votre père est immigré, vous avez grandi en Algérie. L'invité qui va nous rejoindre dans un instant, c'est un des Français les plus connus au monde, MHD. Quel âge il a, MHD, maintenant? Il a 24 ans. 24 ans. Il a été connu maintenant depuis 3-4 ans. Il a fait le tour du monde plusieurs fois, 235 dates. Il approche le milliard d'écoutes. Voilà, on a un des Français les plus connus au monde qui incarne ce rêve. C'est peut-être pour ce rêve que vous êtes battu. Oui, bien sûr, mais moi, je me suis réapproprié ma nationalité française. J'étais algérienne jusqu'à l'âge de 14 ans. J'arrive en France. Et la France, moi, je suis traversée de 2 cultures, de 2 pays. Et quelle richesse. Et ma mère est bretonne aussi. Alors, voilà. Et vous savez, les mariages mixtes étaient toujours soit breton-algérien ou corse-algérien. Et comme ça, déjà, cette espèce de... Moi, je suis une révolutionnaire. J'ai été élevée par 2 révolutionnaires. Mes parents se sont rencontrés en pleine guerre d'Algérie. Et c'est une richesse. La nature est bien faite. Moi, j'ai essayé de repousser parfois ma nature algérienne. Mais elle est revenue parce que lorsque j'écris, ma langue maternelle est le français. Mais derrière, l'algérien éclaire mes scènes, toujours.